Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce journal. Le sommet pour l'action de l'intelligence artificielle s'est achevé aujourd'hui à Paris. La principauté a-t-elle un rôle à jouer? Une délégation monégasque était présente au Grand Palais, nous l'évoquerons dans quelques instants. Ce mardi 11 février correspond à la Journée internationale des femmes et des filles de science. Quelle place ont-elles dans ce domaine souvent associé à l'homme? Sylvie Tambuté, directrice scientifique du Centre scientifique de Monaco, sera notre invitée. L'AS Monaco reçoit demain le Benfica en barrage aller de Ligue des Champions. Il faudra être prêt aussi mentalement pour battre les Portugais. Ce sont les mots d'Adi Hutter en conférence de presse d'avant-match. Et puis nous recevrons ce soir l'historien et philosophe Georges Vigarello pour décrypter la place du sport dans l'art. Direction Paris pour débuter ce journal où s'est clôturé aujourd'hui le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. Après 2 jours d'échanges, 58 pays ont adopté une déclaration commune pour une IA inclusive et éthique. La principauté a assisté aux différentes discussions. Elle était représentée par une délégation menée par l'ambassadeur de Monaco en France, Valérie Bruel-Melchior, accompagnée de Frédéric Ginta, délégué interministériel à la transition numérique et à l'attractivité. En quoi la présence de Monaco à ce sommet mondial était-elle importante? Les détails de nos correspondants sur place, Justin Adel et Jérémy Henry. C'est une opportunité à ne pas rater. Parler d'intelligence artificielle, c'est aussi évoquer une économie et un écosystème qu'il faut comprendre pour évoluer dans le domaine. Pour un pays qui a peu de mètres carrés, l'IA, que ce soit en termes de services financiers, en termes de construction ou même en termes de, d'économie du numérique, est essentielle. Donc soit pour notre économie, pour l'écosystème et pour s'inspirer, Monaco devait être ici aujourd'hui. Frédéric Ginta fait partie de la délégation menée par Valérie Bruel-Melchior, ambassadeur de Monaco en France. Le délégué interministériel à la transition numérique et à l'attractivité de la principauté trouve un intérêt particulier à ce sommet. On a pu voir sur les sujets de la santé, de l'éducation, du futur du travail, du développement économique, de la finance, des spécialistes mondiaux et échanger avec des leaders mondiaux sur ces sujets-là. Ainsi, ces discussions permettent à la délégation de ramener en principauté un savoir-faire supplémentaire qui pourrait servir au secteur public mais aussi privé, afin de les développer plus facilement avec l'IA. Mais Monaco a aussi un savoir-faire à partager. On a pu présenter des choses, notamment sur notre cloud souverain. On est le premier pays en Europe, peut-être au monde, à avoir un cloud souverain. C'est quelque chose qui est quand même assez bluffant pour nombre de ces pays qui ont essayé sans succès. Donc là, effectivement, on suscite l'admiration. Une admiration qui sert à la diplomatie du pays, l'intelligence artificielle étant devenue aujourd'hui un élément décisif en géopolitique. Tout le monde a participé en comprenant l'enjeu de faire vite, en fait, de s'entendre vite diplomatiquement parce que l'intelligence artificielle n'attend pas. C'est un domaine qui avance très très vite et qui bouleverse la vie de tous, en fait, de toutes les sociétés dans beaucoup de domaines. Et si l'IA a une telle force de frappe, ce sommet permet notamment d'appuyer sur certains aspects. Je crois que le défi du sommet a été vraiment de mettre en exergue le fait qu'il va falloir, pour pouvoir bénéficier au maximum de l'intelligence artificielle, de faire en sorte qu'elle soit au service de l'humanité et non pas le contraire. Et effectivement, l'enjeu crucial va être de balancer les risques avec les opportunités. Ce sommet sur l'intelligence artificielle joue donc un rôle important au niveau international, des enjeux auxquels la principauté ne peut passer à côté. Voilà ce que nous pouvions dire sur le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle à Paris et auquel aura participé la principauté. Ce mardi 11 février correspond à la Journée internationale des femmes et des filles de science, une date choisie pour promouvoir notamment l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans le monde. Cette année marque le 10e anniversaire de cette journée. Pour en parler, nous sommes avec celle qui a été nommée dernièrement directrice scientifique du Centre scientifique de Monaco et qui possède une riche carrière dans le domaine de la biologie marine. Sylvie Tambuté, bonsoir. Bonsoir Émilie. Qu'est-ce qu'elle évoque tout d'abord pour vous, cette journée internationale des femmes et des filles de science? Elle évoque une belle reconnaissance du travail que nous, scientifiques femmes, faisons pour la société. Et les femmes et les filles continuent de se heurter à des obstacles et à des préjugés dans la poursuite de leur carrière scientifique?
Oui, alors c'est vrai que c'est assez dépendant aussi des disciplines. Il y a des disciplines où c'est plus compliqué, effectivement, de trouver des femmes, par exemple en ce qui concerne la physique, les mathématiques. Mais dans mon domaine de la biologie, il y a quand même beaucoup de femmes. Cette journée est nécessaire encore, selon vous, pour mettre les femmes en valeur dans ce domaine qui est si vaste ? Oui, je pense que c'est une journée qui est nécessaire. C'est vrai que quand on regarde, même si on regarde tout simplement sur Internet les noms des femmes et des hommes dans la science, on tombe sur quelques femmes, mais beaucoup d'hommes. Donc c'est vrai qu'on a encore du travail à faire pour être à l'honneur. Oui, pourtant les femmes qui ont marqué la science sont nombreuses. On peut penser par exemple à Marie Curie, double prix Nobel. Oui, tout à fait. C'est celle qui nous vient en tête immédiatement, justement, par la beauté et l'importance de ses travaux, surtout, je dirais. Mais aussi, on peut penser à d'autres, par exemple, dans le domaine de la biologie, avec Jane Goodall, qui a travaillé sur les chimpanzés, leur comportement, et qui est vraiment aussi remarquable. Et il y en a d'autres, mais c'est vrai qu'il y a moins de femmes qui nous viennent en tête que d'hommes. Et quelle est la place de la femme aujourd'hui dans ce domaine qui est si fascinant et exigeant également ? Alors, dans mon domaine en particulier de la biologie, les femmes ont quand même de plus en plus d'importance puisque nous sommes quand même nombreuses. Il y a des endroits où nous sommes à moitié-moitié. Ici, au centre, nous sommes même majoritaires au niveau des postes de direction au niveau des femmes. Et donc, nous jouerons un rôle dans ce domaine et nous sommes reconnus. Il faut dire que maintenant, même dans les jurys, on a souvent la nécessité d'avoir vraiment cette parité homme-femme et c'est quelque chose qui contribue à nous faire connaître. Et c'est un domaine qui est accessible aux femmes, hein. C'est un domaine qui est accessible aux femmes, c'est un domaine qui demande une passion et donc un investissement énorme, mais à partir du moment où on est prêt à sacrifier une partie de sa vie à ce travail qui est... Comme c'est une passion, pour moi, c'est même plus, on peut même pas qualifier ça d'un vrai travail, on peut qualifier ça vraiment d'une passion. Je pense que si on est convaincu que c'est le métier qu'on veut faire, on y retrouve beaucoup de satisfaction à le faire. C'est le message que vous souhaiteriez transmettre aux jeunes filles qui veulent se lancer dans cette carrière ? Ah, complètement. Je leur dirais que c'est un métier qui est passionnant au quotidien, qui apporte énormément, de toujours découvrir quelque chose, même si ce n'est pas une découverte qui va révolutionner au quotidien. Mais pour un chercheur, travailler dans le domaine de la biologie, par exemple, comme moi, chaque jour, c'est un peu un émerveillement parce que chaque expérience apporte un bout de réponse à des questions que l'on se pose. Donc pour moi, c'est très important et ça enrichit vraiment notre société et ça nous rend aussi utiles. Oui, une passion qui peut vous emmener jusqu'aux plus hautes fonctions comme directrice scientifique du CSM. Merci Sylvie Tambuté d'avoir été notre invitée ce soir sur Monaco Info. Merci à vous. Parlons économie à présent et les perspectives pour l'année 2025. La Coface, compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, dévoile déjà les premières tendances. Ces pistes, le chef économiste Jean-Christophe Caffé les a évoquées ce matin lors d'une conférence organisée par le Monaco Economic Board en partenariat avec Gramaia et la Banque Populaire Méditerranée. Que faut-il en retenir? Réponse dans ce reportage de Vanessa Dessy, réalisé avec Lionel Bernardi. La persistance des tensions géopolitiques, les guerres commerciales et les politiques monétaires des grandes banques centrales. L'économie mondiale traverse une période de turbulence marquée par des défis multiples. De grandes tendances sont donc à surveiller en 2025. On n'est pas encore sorti de la crise énergétique en Europe. Nous, pour l'instant, chez Coface, notre vision du monde, notre vision de la macroéconomie mondiale, c'est une stabilisation de l'activité sur un rythme de croissance en 2025 qui serait proche de celui observé en 2024, c'est-à-dire une croissance légèrement en dessous de son potentiel, de l'ordre d'1,5 point, aux alentours de 2,7%. Pour une croissance en tendance au niveau mondial qui faisait plutôt 3,2%. Principal risque, si vous voulez, sur cette prévision, c'est évidemment la politique étrangère et la politique économique américaine, qui sont désormais consubstantiellement liées et qui va être menée par la nouvelle administration Trump. On pense évidemment à toutes les réformes qui vont être d'ores et déjà été annoncées, et notamment sa politique commerciale qui va impacter bon nombre de pays émergents, avancés, du bloc occidental comme du sud global.
Face à ces incertitudes, l'économiste conseille aux entreprises d'évaluer finement l'exposition de leur marché, de diversifier leurs sources d'approvisionnement et de se prémunir contre le risque de crédit. L'anticipation et l'adaptabilité seront clés pour maintenir une croissance internationale maîtrisée. La première chose pour une entreprise, c'est de se tenir informé afin de pouvoir réagir, privilégier probablement des activités à cycle court pour rester le plus agile possible. Et puis, évidemment, mais si vous allez croire que c'est un plaidoyer pro domo, s'assurer contre le risque de contrepartie, en particulier quand il s'agit d'aller à l'export dans des pays dont on ne maîtrise ni complètement les tenants et les aboutissants politiques et sociaux ou économiques et financiers. L'économie mondiale se trouve donc à un tournant entre résilience et fragilité. Si certaines économies s'adaptent, les incertitudes restent fortes, rendant l'avenir imprévisible. La direction du développement économique obtient la qualification de prestataire de services de confiance. Cette reconnaissance délivrée par l'Agence monégasque de sécurité numérique garantit que le service de signature et de cachet électronique respecte les normes de sécurité des procédures dématérialisées. Un gage de confiance, donc. Ouvrons une page sport avec du basket et cette annonce qui pourrait être officialisée dans les prochains jours. La Roca Team serait en passe de renforcer son effectif avec l'arrivée de Daniel Theis, l'international allemand évolué jusqu'à présent en NBA. Frédéric Elion, bonsoir. Que pouvez-vous nous dire sur ce joueur ? Oui, Monaco est sur le point de frapper un grand coup, Émilie, sauf retournement de situation de dernière minute. La Roca Team va enrôler Daniel Theis. L'intérieur allemand a été un des éléments clés du premier titre de champion du monde décroché par la Mannschaft en 2023. Présent dans le 5 de départ à tous les matchs, il a terminé la compétition avec 11 points et 5,4 rebonds de moyenne, avec notamment cette superbe performance en demi-finale face aux États-Unis, 21 points à 10 sur 15 au tir et 7 rebonds. Avec Daniel Theis et Émilie, la Roca Team récupérerait un joueur très expérimenté, impactant en défense et capable de jouer au poste 4 ou au poste 5 et même de s'écarter du cercle pour shooter à 3 points. Libre de tout contrat depuis son départ d'Oklahoma City, un des favoris pour le titre NBA cette saison, l'Allemand découvrirait l'Euroleague à 32 ans et viendrait pallier l'absence de Vito Brown, blessé toujours pour une durée indéterminée. Et on l'entend, une recrue qui pourrait faire du bien à la Roca Team pour la suite de la saison. Merci Frédéric pour toutes ces précisions. En football, l'AS Monaco joue son avenir européen demain soir avec le barrage aller de Ligue des Champions face à Benfica. Les Monégasques comptent bien prendre l'avantage devant ses supporters avant le match retour prévu la semaine prochaine. Frédéric Elion a suivi la conférence de presse d'avant-match. L'heure de la revanche a sonné pour l'AS Monaco, battu 3-2 il y a 2 mois et demi par Benfica au Stade Louis II. Les Monégasques retrouvent les Lisboètes demain soir, toujours à domicile en barrage aller de Ligue des Champions. Une double confrontation que les Monégasques veulent entamer du bon pied. Also, they had a history, it's huge. I don't want to be the underdog, but when we talk about favorites, I would say that Benfica in this duel it's the favorite, but also we are a team who has high ambitions. This is a huge team. Because they can do in 10 minutes. They can decide the game. They did it, but for tomorrow it's a new game, a new opportunity, a new chance for us. And they are the favorite in both duels, but we are able to go in the next round. Monaco ne voudra pas reproduire les mêmes erreurs que lors du précédent match face à Benfica, et cela passera par une bonne gestion des émotions. C'est un match de play-off, c'est un match très, très important pour nous, pour eux aussi. Donc c'est ça, on doit gérer les émotions. C'est un match nouveau pour nous. Et c'est aller-retour. On doit être bien concentré pour les 2 matchs aussi parce que c'est une nouvelle chose pour nous. Et donc, essayer de faire notre mieux pour éviter des choses comme le premier match de la phase. Pour ce match aller face aux Portugais, Adi Hütter devra faire sans Singo, Thésée et Balogun blessés.
Au rayon des bonnes nouvelles, Lamine Camara est de retour au milieu de terrain. Et Monaco-Benfica, c'est donc demain à 21h au stade Louis II. Dans le reste de l'actualité, Bernie Sco-Pieters. Distinguée en Belgique pour l'ensemble de sa carrière, l'ancienne danseuse des ballets de Monte-Carlo, désormais maître de ballet principal de la compagnie, a été honorée au Queen Elizabeth Hall lors du gala Time to Dance organisé par le célèbre danseur Wim van Lessen. Bernie Sco-Pieters a débuté sa carrière dans son pays natal, la Belgique, avant de rejoindre les ballets de Monte-Carlo en 1991. Elle a inspiré à Jean-Christophe Maillot les personnages les plus marquants des ballets qui font aujourd'hui la réputation de la compagnie dans le monde entier. La vidéo a d'ailleurs été prise par le chorégraphe directeur des ballets qui était présent hier à Anvers pour cette remise de prix. L'équipe de curling de Monaco vient de participer pour la première fois de son histoire au championnat de France. Ils se sont déroulés le week-end dernier à Genève. Les deux équipes féminines et masculines ont raté de peu le podium en se classant 4e de la Ligue B. Une belle et riche expérience pour ces curleurs qui portent les couleurs du Skating Club of Monaco et qui ont beaucoup d'ambition, avec notamment en ligne de mire les championnats d'Europe l'an prochain. Il est temps à présent d'accueillir notre prochain invité. Il intervenait hier lors de la conférence proposée par la Fondation Prince-Pierre au Théâtre des Variétés. Georges Vigarello est historien et philosophe. Il a coécrit un livre intitulé « Le sport dans l'art » aux éditions Citadel et Masneau, dans lequel il explore cette relation de l'Antiquité à nos jours. C'est ce thème qu'il a exposé sur scène hier et qu'il va développer avec nous ce soir. Bonsoir Georges Vigarello. Bonsoir. De la sculpture au manga en passant par la peinture, l'affiche ou la photographie, le sport a énormément inspiré le monde de l'art. Ah, c'est indiscutable, bien entendu. Quand vous regardez aussi bien les miniatures anciennes ou même les amphores grecs, ou quand vous regardez les tableaux classiques et les photographies contemporaines, vous voyez bien à quel point les pratiques physiques et les pratiques compétitives sont présentes. Mais ça appelle aussitôt une remarque que l'on a tendance à négliger ou à oublier. Quelle est cette remarque? Dans les époques anciennes, ce ne sont pas n'importe quels jeux qui sont représentés. Ce sont les jeux les plus appréciés, les plus valorisés. Par exemple, en Grèce, vous n'avez quasiment que les Jeux Olympiques qui sont présentés sur les amphores. Et ça, c'est très intéressant parce que à partir du moment où vous avez cette entrée, cet angle-là, vous voyez quelles sont les pratiques importantes selon les périodes. Et puis, qu'est-ce que vous constatez une fois que vous traversez les époques? Vous vous rendez compte que progressivement, le sport occupe de plus en plus l'espace social et l'espace temporel. Et à ce moment-là, c'est évidemment les artistes les plus importants qui traduisent l'ensemble des pratiques sportives. Donc vous voyez, il y a une évolution à laquelle nous nous sommes attachés dans ce livre et qui nous paraît très importante parce que, je le répète, elle a une conséquence, une sorte de qui permet une interprétation sociale. Oui, on se rend compte que l'art est une fabuleuse documentation pour nous raconter l'histoire du sport. Alors l'art, c'est une fabuleuse documentation à un double titre. D'abord parce que l'art répercute les pratiques dans ce que j'appellerais leur vérité. Et vous voyez leur évolution. On pourrait trouver 1000 exemples. Il y a évidemment une évolution entre la joute médiévale et puis les jeux nobles du XVIIe, qui sont des jeux qui s'attaquent non pas à des adversaires, mais qui s'attaquent à des objets. Donc de ce point de vue, l'art, et c'est très important, répercute l'évolution des pratiques elles-mêmes. Mais l'art, c'est encore autre chose, parce que c'est une pratique qui touche à la fois l'émotion, qui touche l'imaginaire, qui touche la sensibilité. Et donc, que fait-il? Eh bien, il ne se contente pas de répercuter la pratique au sens le plus élémentaire du terme, mais il ajoute quelque chose qui va dans le sens d'une accentuation de la dynamique, d'une accentuation de la sensibilité. Et ça, c'est absolument magnifique, parce qu'évidemment, le geste, il est quasi transformé et il est en quelque sorte totalement épanoui, si vous voulez, beaucoup plus que le réel ne pourrait le montrer. Est-ce que dans l'autre sens, le sport a influencé l'art aussi? Alors ça, c'est une question que je dirais fondamentale. Oui, évidemment, le sport a influencé l'art. Mais il ne l'a pas influencé tout le temps. Par exemple, c'est plutôt si je prends l'exemple des Grecs, c'est plutôt les Grecs qui, comme je le disais à l'instant, accentuent
l'intensité ou la tension des pratiques, et donc c'est bien l'art à ce moment-là qui interprète le sport. Très bien. Mais plus, je me répète et j'insiste, plus le sport est présent dans l'espace social, plus il a de l'influence à la fois sur la culture et sur la sensibilité. Et donc vous voyez très bien que si on prend simplement l'exemple de la photo, ou si on prend l'exemple des affiches, à ce moment-là, le sport pousse à exaspérer la représentation des affiches et la représentation des photographies. Donc le sport, dans sa réussite, si vous voulez, dans la manière dont il s'impose au niveau social et culturel, a des effets majeurs sur la représentation artistique. Il représente l'idéal de notre société ? Alors, il représente l'idéal de notre société, mais à plusieurs titres. Il le représente d'abord parce qu'il met en scène des individus qui sont installés à part égale. Ils sont strictement en position d'égalité. Et c'est seul le talent, le travail ou tout simplement la volonté qui permet de faire la différence. Et ça renvoie quand même à l'idéal de nos sociétés. Donc ça, c'est très important. Et deuxièmement, je trouve qu'il renvoie dans une certaine mesure à l'idéal de nos sociétés parce que il est très proche finalement des idéaux techniques de nos sociétés. Je prends un exemple qui m'a toujours personnellement beaucoup intéressé. Quand vous regardez les pratiques encore du 19e siècle, vous voyez qu'elles sont dominées par la référence à la force, par la référence en quelque sorte à l'énergie. Et ça renvoie à un milieu très précis, qui est le milieu du fer, qui est le milieu du bois, qui est le milieu de l'acier, qui est le milieu de la dureté. Plus vous regardez les pratiques aujourd'hui, plus vous constatez qu'elles sont aériennes, qu'elles sont fluides, qu'elles sont un élancement complet. Ça renvoie à quoi ? De nouvelles machines. L'informatique, la sensibilité, la rapidité, la mobilité, vous voyez. Donc du coup, c'est très important. Le sport, de ce point de vue, est en quelque sorte un miroir de l'idéal technique de nos sociétés. Et puis il y a cette représentation du corps qui évolue. C'est bien ce que je dis en un certain sens. Vous avez raison. Il y a une représentation du corps qui évolue. Les corps, vous savez, on le montre très bien ça dans le livre que vous venez de citer. Les corps de la fin du XIXe siècle sont des corps galbés, sont des corps lourds, ce sont des corps massifs, ce sont des corps hyper musclés. Les corps d'aujourd'hui, ce sont des corps longilignes, ce sont des corps fluides, ce sont des corps qui privilégient l'élancement sur la lourdeur. Et ça, une fois encore, ça témoigne de nouvelles représentations du corps, mais liées à de nouvelles représentations des mouvements et des techniques du social. Eh bien, merci beaucoup Georges Vigarello. On rappelle votre ouvrage, Le sport dans l'art, coécrit avec Yann Descamps aux éditions Citadel et Masno. Merci d'avoir été notre invité ce soir. C'est moi qui vous remercie. C'est un homme bien connu de la gastronomie française, pionnier de la nouvelle cuisine. Joël Robuchon a laissé derrière lui un héritage culinaire aux 32 étoiles au guide Michelin. Il aura d'ailleurs ravi de nombreuses papilles à l'hôtel Métropole en Principauté notamment, où il a officié. Le nom de Robuchon trône toujours à Monaco avec plusieurs établissements. Tour d'horizon avec Christine Dapetit. Robuchon Monaco étoffe son offre culinaire en Principauté. Après l'ouverture du Délit Robuchon il y a un an avenue Saint-Laurent, l'enseigne vient d'ouvrir le Petit Café Robuchon et le restaurant gastronomique Robuchon Monaco. Des lieux où l'élégance et la délicatesse se mêlent avec la subtilité à la gourmandise. Commençons notre voyage culinaire avec le précurseur des établissements Robuchon sur Monaco, le Délit, alliance parfaite d'une boulangerie, d'une pâtisserie et d'une épicerie fine. Il est le reflet de l'excellence gastronomique de Joël Robuchon. Et c'est un concept assez particulier puisque vous avez la possibilité de prendre votre petit déjeuner, votre lunch également, mais également de commander différentes choses, d'acheter votre pain, d'acheter vos pâtisseries, de faire... il y a une partie traiteur également, donc vous pouvez commander également tout ce dont vous avez besoin pour votre réception ou bien pour votre dîner, votre déjeuner à domicile. Dernier né de la griffe Robuchon, le Petit Café qui vient d'ouvrir rue du Portier. Un établissement qui fonctionne exactement sur le même principe que le Délit, avec la possibilité toujours de se restaurer sur place, mais avec quelques différences, dont plusieurs rendez-vous gourmands. Le Délit, vous allez être sur une cuisine qui a une touche légèrement méditerranéenne. Ici, vous êtes sur une cuisine qui est absolument française, de pure tradition. Alors au Tea Time, vous pouvez retrouver tout un ensemble de pâtisseries qui sont faites maison, puisque je vous rappelle que chez Robuchon, absolument tout est fait maison, les pains, les viennoiseries, les pâtisseries également. Et vous avez également un concept qui est intéressant au Petit Café, le dimanche matin, tous les dimanches matins, qui est le brunch. Un brunch à volonté à partir de 95 € par personne.
Ouvert en même temps que le Petit Café et situé à seulement quelques pas, le restaurant gastronomique Robuchon Monaco attire le désir de tous en cassant les codes. C'est un restaurant qui va mêler tradition et modernité avec une atmosphère, une ambiance jeune, conviviale, qui va également mêler qualité de nourriture et de service. Nos autres établissements, on est plus sur le partage, sur le côté familial, mais ici on reste sur le côté vraiment cuisine française. Nous avons alors des produits nobles, nous avons actuellement un carpaccio de céréales qui est assaisonné avec des agrumes. Nous avons une salade d'hiver qui est composée de lentilles, de pickles de légumes et une râpée de truffes. Nous avons des plats un peu plus, on va dire, simples dans l'exécution, mais qui restent toujours aussi bons, c'est-à-dire un poulet rôti, simplement rôti avec des morilles, des épinards, une sauce qui est légèrement crémée, des glacés au vin jaune, c'est des choses qui restent gourmandes. On a une carte de vente d'alentour 900 références. La plupart ils sont dans un caveau à Fontvieille. Ici, on propose alentour de 300 références. On a tous les vins de Bordeaux, on a des magnifique allocation de la Bourgogne et aussi dans des millésimes décalés. Et sachez que tous les vendredis et samedis soirs, le restaurant vous accueille avec en prime une ambiance musicale. À noter également pour le soir de la Saint-Valentin, le restaurant ouvrira aux amoureux un dîner digne des plus beaux contes de fées avec 2 menus au choix. Une bien belle idée pour la Saint-Valentin qui approche à grands pas. Ce journal est à présent terminé. Merci de votre fidélité. Dans un instant, les prévisions météo d'Alban Gingembre, suivies de Feel Good avec Thierry Villette. Les photos de fin de JT ce soir nous emmènent sur les tatamis du dojo de Monaco où les judokas du club se perfectionnent en cette période de vacances scolaires. Reportage à découvrir d'ailleurs dans notre édition de 19h demain. Soyez au rendez-vous. Très belle soirée à tous sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, le ciel restera très chargé demain en principauté avec des nuages et toujours quelques gouttes. Les températures évolueront entre 11 degrés le matin et 13 degrés l'après-midi. La bonne nouvelle, c'est que la grisaille devrait nous quitter dès jeudi, alors encore un peu de patience. Ce mercredi 12 février, nous fêterons les Félix. Et puis l'info du jour, le 12 février, c'est aussi la date de naissance de celui qui est à l'origine de la théorie de l'évolution. Il s'agit bien de Charles Darwin. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.